Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, le directeur général de Air Sénégal SA, Philippe Bonne, est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions, la date de lancement de la compagnie, son modèle économique, ses ambitions régionales et internationales, les erreurs du passé, l'expérience de la RAM, la relation entre Bonne et le président de la République, l'Afrique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Philippe Bonne, le directeur général d'Air Sénégal SA, face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Philippe Bonne, bonjour. Bonjour Monsieur Kane. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité renouvelée. Nous recevons aujourd'hui le directeur général de la compagnie Air Sénégal SA. Si vous nous suivez, vous pouvez toujours réagir via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. D'abord, je m'en vais lire cette petite biographie que votre service de communication m'a fait parvenir. Directeur général d'Air Sénégal SA, Philippe Bonne évolue depuis plus de 15 ans dans le secteur de l'aéronautique. Les postes qu'il a occupés à Airbus, Senior Vice President, et à EADS également, Senior Vice President, Directeur Afrique, font de lui un expert dans le secteur du transport aérien, notamment en Afrique. Fin stratège et doté d'un esprit analytique hors du commun, Philippe Bonne a occupé des postes de haut niveau à titre de conseiller du commerce extérieur, de chargé des questions internationales et conseiller diplomatique du président du Parti républicain en France. Son professionnalisme associé à sa capacité de faire face aux défis lui ont permis d'être décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, en France bien sûr. Homme engagé, Philippe Bonne est cofondateur et délégué général de l'Institut français de coopération décentralisée. Vous êtes aussi, Philippe Bonne, agent d'influence, ce que vous ne dites pas dans cette petite bio, et vous racontez dans un livre intitulé justement « Profession agent d'influence aux éditions Plomb à Paris ». Agent d'influence, c'est quoi même, comme disent les Ivoiriens? Alors, tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux et honoré d'être devant vous et devant vos auditeurs. C'est gentil d'évoquer mon livre qui n'est pas encore sorti, donc qui sort incessamment. C'est un titre un peu marketing. Vous savez, j'ai un éditeur quand j'ai écrit ce livre qui m'a dit: toi, tu veux écrire un livre et nous, on veut le vendre. Donc forcément, le titre est de nature à créer un petit peu de buzz et c'est l'idée. L'objet du livre que j'ai écrit est un livre sur la technologie, et j'emploie ce mot, des réseaux d'influence. Comme je dis, il y a des ingénieurs qui construisent des routes, des ingénieurs qui construisent des ponts, des ingénieurs qui construisent des avions. Et mon métier, comme le métier de tout dirigeant d'entreprise, c'est de construire de la décision. Et pour construire de la décision, eh bien, il faut utiliser de l'influence, du réseau. Le réseau est d'ailleurs quelque chose que nous connaissons au quotidien, puisque notre cerveau, c'est un tissu de réseaux neuronaux, Internet, c'est un réseau, tout est réseau. Le réseau est un outil, et c'est un outil au service du management, de la décision, et c'est un petit peu l'objet du livre, qui est plutôt un livre de management au départ, et de leçons de management, avec évidemment quelques exemples concrets qui ont été tirés dans les expériences que j'ai pu traverser. Vous-même donc êtes agent d'influence, vous avez fait faire prendre des décisions. Cette fois-ci, c'est vous qui les prenez en tant que directeur général d'Air Sénégal SA. Oui. Cela change quoi? Alors, je prends des décisions. Le rôle une fois de plus, d'un dirigeant, c'est aussi de faire prendre des décisions à chacun de ses collaborateurs, à chacune de ses équipes. Une fois encore, je crois que le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est un petit peu comme celui d'un chef d'orchestre. Pour que le concert soit beau, il faut que chacun des joueurs de chaque instrument joue la même partition sans fausse note. C'est ça, diriger une entreprise. Ce n'est pas d'être le spécialiste de chacun des instruments qui sont devant nous, c'est d'être
d'avoir la capacité de trouver les meilleurs interprètes du meilleur instrument et qui joue la meilleure partition. Donc oui, on prend des décisions et on en fait prendre et on fait en sorte que l'ensemble soit cohérent au service de la réalisation d'un projet précis. Après les échecs d'Air Sénégal International et de Sénégal Airlines, qu'est-ce qui peut justifier finalement la pertinence pour le Sénégal d'avoir une compagnie aérienne nationale aujourd'hui? Ah, Monsieur Kahn, vous mettez, et ça ne me surprend pas connaissant votre professionnalisme et votre réputation, le doigt sur la véritable question. C'est le cœur du débat et c'est le cœur de la question. Tout d'abord, comme vous le savez, dans notre industrie, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Europe, que ça soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie, nous assistons à un mouvement global de consolidation de l'industrie. Et donc, il est aussi réaliste de considérer que dans les 10 ans qui viennent, il restera probablement sur le continent africain 6, 7, 10 compagnies. Je ne peux pas lire dans le mar de café, bien évidemment, mais c'est à peu près les projections que l'on peut imaginer raisonnablement. Vous voulez dire que des compagnies aériennes nationales vont disparaître? Oui, il y a au profit de regroupement? Au profit de regroupement. Pourquoi ne pas passer finalement par ce raccourci au lieu d'avoir une compagnie nationale à soi? Parce que il y a des pays qui ont sans doute plus de légitimité et plus d'atouts que d'autres et des gouvernements plus volontaires que d'autres et qui souhaitent, j'allais dire, être au cœur du regroupement de demain et être peut-être même le noyau de certains regroupements. Je m'explique. Je crois qu'il y a ici dans ce pays un gouvernement d'un grand dynamisme économique et politique, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le Sénégal vient d'ouvrir un des plus beaux aéroports du continent et même du monde d'ailleurs. Objectivement, il y a beaucoup. AIBD. Oui, l'AIBD, c'est vraiment un très bel outil. Hein. Je l'utilise beaucoup, y compris en tant que passager. C'est vraiment un très bel outil. Il y a beaucoup d'aéroports dans le monde qu'on refabrique, qu'on modernise, mais partir de zéro, c'est vraiment il est sorti du sol. Voilà, c'est un très bel outil. Il y a une cohérence pour pousser le développement économique de ce pays, une fois de plus dans le cadre du PSE, à avoir un nouvel aéroport, c'était indispensable, et avoir une compagnie nationale qui demain, si elle grandit de la bonne manière, pourra être l'un des noyaux de ce regroupement qui inévitablement est déjà en cours, mais se produira. Un retour à une sorte d'Air Afrique en Afrique. Je fais partie, alors je suis un peu trop jeune pour avoir bien connu Air Afrique. Nonobstant, j'ai volé sur Air Afrique quand je commençais à parcourir ce continent, et ça fait 33 ans que je travaille en Afrique. Et le concept était utile. Le concept Air Afrique était opportun. Je ne vais pas me prononcer sur le management de l'époque parce qu'une fois de plus, qui suis-je pour en juger et j'étais trop jeune pour le connaître. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée. Aujourd'hui, considérer que une compagnie nationale comme Air Sénégal redémarre sereinement, tranquillement, solidement, pour demain être l'un des noyaux d'un regroupement possible, ou en tout cas participer à des coopérations intelligentes avec d'autres compagnies sous-régionales, me paraît faire du sens. Air Afrique, c'est un certain Yves Roland Bicard, c'est sous son management, sous sa gestion, que cette compagnie est tombée en faillite. Les travailleurs de cette défunte compagnie courent jusqu'à présent derrière leurs droits. Qu'est-ce que ça vous fait que certains se disent, Philippe Bonne, ça nous rappelle Yves Roland Bicard? Alors, comme je ne connais pas Monsieur Bicard, par définition, j'ai pas véritablement de réponse à cette question. La seule réponse que je ferai, c'est que on peut pas juger quelqu'un sur des idées du passé auxquelles il n'a pas participé ou a priori sans le connaître. Et je suis attristé toujours quand je vois des processus industriels qui se terminent de mauvaise manière. Et donc, la fin d'Air Afrique, elle est probablement due à des causes assez multiples. Évidemment. La réussite... Il y a eu des causes politiques aussi, il faut être honnête. Voilà, les réussites, oui, comme les échecs,
ne sont jamais le fait d'un seul homme. La réussite, par exemple, et moi c'est véritablement au cœur de mon management, je fais partie des gens qui considèrent que on est toujours plus intelligent à plusieurs. Je n'ai pas de vérité définitive, je ne prétends pas qu'à chaque fois que je prends une décision ou que j'ai une idée, c'est l'idée du siècle et l'idée de génie, j'essaye de la construire en équipe. Et donc, si nous réussissons, et je pense que nous allons réussir une belle aventure industrielle, ça sera nécessairement une réussite collective. Vous n'êtes pas un sorcier blanc? Ah bah je suis pas un sorcier du tout. Je suis un entrepreneur, je suis un homme qui a eu la chance de travailler dans les plus grands groupes industriels dans le monde. Je pense avoir une capacité justement d'influence sur les process, de négociation, de vision stratégique partagée. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. J'espère simplement être en capacité de faire le maximum du possible de façon réaliste. Question très attendue, quelle est la date retenue pour le décollage d'Air Sénégal? On a cru comprendre que tout était fin prêt pour la navigabilité. Qu'est-ce qui explique le retard de démarrage, mais aussi de la certification? Il faut que vous ayez le OK de l'ANACIM, non? Absolument. C'est une question extrêmement importante et il est tout à fait légitime d'y répondre. Alors, retard. D'abord, il n'y a pas de retard parce que moi, je n'ai jamais fixé de date. Donc, on l'a quand même entendu de la bouche des autorités sénégalaises. C'est possible. Très simplement, Air Sénégal pourra commencer ses vols commerciaux à l'issue du process d'attribution du PEA, le permis d'exploitation aérienne. C'est un process qui est fait sous l'autorité de l'ANACIM, l'Organisation de l'aviation civile, ici au Sénégal, avec qui nous travaillons en extrêmement bonne coopération. Ce sont des gens de grande qualité qui font les choses sérieusement. Et lorsque je suis arrivé en septembre 2017, nous avons repris le PEA. L'ANACIM a souhaité que nous repartions en phase 1. Il y a plusieurs phases, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Mais il faut savoir que l'acquisition d'un PEA, le standard généralement admis et reconnu dans le monde entier, c'est en moyenne entre 8 et 10 mois. Si vous allez aux États-Unis, c'est plutôt 12 mois ou plus. Et donc, si vous partez de septembre, ça nous aurait mis au deuxième trimestre 2018 si nous étions dans le rythme traditionnellement admis. Non seulement nous ne sommes pas en retard, mais je pense même que nous allons faire mieux que cela. Et je pense que dans les toutes prochaines semaines, si nous arrivons à conclure ce process, le PEA étant attribué, nous pourrons commencer nos opérations. Mais il y a une raison pour laquelle je ne peux pas donner une date au jour précis. J'allais vous dire d'être précis, parce qu'on n'improvise pas dans le domaine de l'aviation, sous votre contrôle, n'est-ce pas? C'est précis. Quand vous dites dans les prochaines semaines, on est au mois de février, ce sera quand? En mars, en avril, en mai? J'espère avant cela. Avant cela, bien sûr. Avant avril, Air Sénégal International va démarrer, va décoller. Air Sénégal SA. Oui. J'espère bien, et j'ai toutes les raisons de croire à l'instant où je vous parle, que ça sera avant avril. Je voudrais juste dire une chose importante. Parce qu'il y a une date symbolique, quoi. Oui, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, quoi. Bien sûr. Le 4 avril. Bien évidemment. Mais je voudrais juste dire une chose. J'attache énormément d'importance à cette aventure industrielle. J'attache énormément d'importance à ce projet. Je suis extrêmement honoré que le gouvernement ait souhaité qu'on puisse constituer une équipe solide, compétente et internationale pour mener ce projet à bien. Mais il y a un dicton qui est le mien, en l'occurrence, qui est que, en ce qui concerne le domaine de l'aérien, la précipitation d'aujourd'hui, ce sont les ennuis de demain. C'est-à-dire que, une fois de plus, on parle de mettre des avions en l'air, avec nos enfants, nos épouses, nous-mêmes, en vol, à X milliers de mètres d'altitude, et on peut pas se permettre qu'il y ait de l'approximation. On doit être dans les plus grandes certifications, dans les plus grandes normes de sécurité, dans la plus grande rigueur, dans le plus grand sérieux, parce que c'est ce qu'on doit à chacun, à chaque individu, à chaque être humain, à chaque client qui va rentrer dans ces avions. Et donc, une fois encore, on fait ça sur un rythme extrêmement soutenu. Je le redis encore une fois avec une ANACIM qui suit un process tout à fait sérieux. Comme nous y répondons
légitimement, et on fait les choses de façon à ce qu'elles soient faites solidement. Si vous construisez une maison solide, mettre des fondations, ça prend du temps pour qu'elle soit solide et qu'elle dure dans le temps. Philippe Bonne est le directeur général de Air Sénégal SA. Un avion ne peut pas se permettre ou ne peut se permettre une quelconque improvisation, ce qui fait sa réputation de moyen de transport le plus sûr du monde, vous l'avez dit tout à l'heure. Une compagnie aérienne répond sans doute aux mêmes exigences, pas de place au pilotage à vue. Quel est le business model ou le modèle économique d'Air Sénégal SA? Alors, nous sommes une compagnie aérienne qui se veut une compagnie standard, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de construire une compagnie low cost. Donc nous sommes en train de construire une entreprise qui a vocation, bien évidemment, à s'inscrire dans un marché, à être compétitive, mais avec une logique d'équilibre financier. Et puisque vous me posez cette question, je voudrais en profiter pour éclairer un peu nos auditeurs sur la stratégie, les grandes lignes stratégiques. Comme vous le savez, le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et son homologue, le président de la République française, M. Macron, ont, lors de la visite de ce dernier, confirmé l'annonce de l'acquisition par Air Sénégal d'A330 Neo, d'Airbus A330 Neo. Ce qu'on sur lesquels nous reviendrons par rapport à cette option. Bon, autrement dit, Emmanuel Macron était venu à Dakar aussi pour vendre ses avions. Oui, d'abord Airbus est une entreprise européenne, oui. Et je crois que c'était un moment intéressant en effet de montrer que le dynamisme du Sénégal permet de s'inscrire dans un jeu global et un jeu mondial où il a toute sa place et de façon importante. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur l'axe stratégique. Pourquoi du long courrier ? Grosso modo, et j'essaye de faire court, je sais que nous sommes pris par le temps, mais c'est important, je dois expliciter la vérité des faits et des chiffres à ceux qui nous écoutent. La plupart des compagnies aériennes africaines se sont plantées, permettez-moi le mot, parce que, grosso modo, les marchés domestiques et les marchés sous-régionaux sont en général structurellement déficitaires. La plupart des compagnies aériennes internationales font une partie significative, parfois jusqu'à 30% de leur marge, en Afrique. Et si vous regardez ces grandes compagnies internationales qui volent sous nos cieux, et c'est vrai de l'Équateur jusqu'à chez nous ici au Sénégal, ces compagnies n'ont jamais facilité l'émergence de compagnies africaines, notamment sur le marché intercontinental. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que ce marché est extrêmement juteux. L'ambition d'Air Sénégal, et je prends un peu de temps, je vais essayer de le résumer très, très brièvement, le gouvernement a eu la vision d'accepter une stratégie, de construire une stratégie qui, est grosso modo, est basée sur quelques faits. Si vous prenez un ATR, nous avons des ATR. Un ATR, c'est entre 7 et 9, 10 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Si vous prenez un Airbus A320, c'est grosso modo entre 25 et 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Si vous prenez un Airbus A330 Neo, comme nous venons d'acheter, ça représente à peu près 57-60 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Vous comprenez où sont les marges. Et également, ce qu'il faut intégrer dans ce modèle, c'est que l'acquisition d'avions neufs est quelque chose d'extrêmement utile, est un levier économique puissant. Je vais vous prendre trois indices que j'aime beaucoup. Si vous comparez l'indice de l'immobilier américain, le Standard & Poor's 500 et l'acquisition d'avions neufs, et vous prenez le ROI, le Return on Investment, la rentabilité grosso modo sur 30 ans, 1986-2016. Le plus rentable, c'est l'immobilier américain, on doit tourner autour de 7,8%. Je dis tourner autour parce que au demi-point, après la virgule près, j'ai pas les chiffres devant moi. Le deuxième, c'est le Standard & Poor's, on doit être autour de 7,3% de rentabilité sur 30 ans. Mais l'acquisition d'avions neufs, c'est 6,8% de rentabilité sur 30 ans, avec une moindre volatilité. En résumé, acheter un avion neuf, c'est comme acheter un immeuble, c'est comme acheter un appartement, c'est comme acheter une maison, c'est un investissement sur un asset qui a une valorisation, et grâce à l'appui qu'on peut faire sur cet asset, ça nous permet de lever des fonds. Certains experts ne sont pas d'accord avec vous. Ils ont dit il était plus avantageux, plus rentable de louer. D'acheter.
Alors, ce sont des experts dont je serais ravi de les avoir en face de moi pour que nous puissions nous challenger mutuellement. Les chiffres que je vous ai donnés sont connus. On connaît quand même de grandes compagnies Bien internationales, y compris Air France, KLM, qui louent aussi des avions. Bien sûr, mais sa flotte n'est pas composée que d'avions achetés. Mais la flotte d'Air Sénégal ne sera évidemment pas composée que d'avions achetés. On s'appuie sur une acquisition stratégique, mais par exemple sur la partie qu'on appelle narrow body, le segment 737-320, pour faire simple, on va rentrer en dry lease, très clairement, ou même en wet lease, pourquoi pas. Mais bien évidemment, Air Sénégal ne va pas faire des acquisitions à chaque fois qu'on va mettre un avion en l'air. Mais là, ça nous permet, si vous voulez, de lancer et de nous mettre dans la cour des grands. Parce que, une fois encore, comme on a en perspective une consolidation à terme, il faut que nous nous donnions les moyens. Et c'est la force de ce gouvernement qui est déterminé et qui met sa détermination et ses actes en cohérence avec sa volonté. Avant la cour des grands, il y a la cour des petits. Avec vos 2 avions ATR 72, là, vous allez commencer par les vols domestiques. Bien sûr. Bien sûr, et c'est très important. Et puis, oui, allez-y. Non, les vols domestiques, allez-y. Les vols domestiques, n'est-ce pas? Oui. Oui. Écoutez, c'est tout à fait logique. L'ATR, c'est un avion qui, grosso modo, est confortable sur 1h30 de vol. 70 sièges. Désolé d'être un tout petit peu technique, mais j'aime les choses précises. 70 sièges, il y a un toilette, donc à l'arrière de l'appareil, ce qui veut dire que c'est un appareil qui est extrêmement robuste, fiable, et qui est très adapté pour 1h30 de vol. Après, donc, on rentre. C'est le Sénégal et éventuellement à la sous-région. Absolument. Alors, une fois encore, il faut affiner les routes commerciales, lesquelles sont utiles, le marché tel qu'il existe aujourd'hui, comment on va l'adresser. Mais si vous prenez par exemple une destination comme Ziguinchor, ça représente aujourd'hui à peu près 65 000 pax par an. Il y a une compagnie qui fait plusieurs rotations sur cette destination. Bien évidemment, le jour où nous mettons une offre supplémentaire, ça a un impact immédiat sur j'allais dire la gestion concurrentielle, la gestion comptable du prix au siège. Donc tout ça sont des paramètres extrêmement précis et importants que nous prenons en compte et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et il y a une compagnie privée qui existe déjà, Transair, qui fait les vols domestiques, mais aussi la sous-région. Vous n'êtes pas gêné du tout par cette concurrence? La concurrence n'est jamais une gêne quand on est comme moi un libéral. La concurrence, c'est une émulation. Et c'est souvent une saine concurrence. Donc, pour rester sur Ziguinchor, puisqu'on était sur cet exemple, il y a donc, je crois, à peu près 2 rotations par jour aujourd'hui. Demain, nous allons, nous, Air Sénégal, rajouter une fois de plus de l'offre sur cette ligne. Mais ce cas va se produire sur d'autres destinations. Et donc, toute l'intelligence de l'entreprise, c'est de bien calculer à quel niveau de compétitivité on arrive, quelle est l'offre produit. Et là encore, par exemple, puisqu'on parlait d'acquisition d'avions et d'avions neufs sur d'autres lignes. Et là, je reviens plus loin, je reviens sur l'intercontinental. Oui. Rentrer sur un marché avec un produit de grande qualité, avec un produit qui garantit la meilleure sécurité, la meilleure fiabilité, est un atout commercial majeur. Je vous promets qu'on va revenir sur l'intercontinental parce que c'est un enjeu majeur pour d'ailleurs la fiabilité et tout simplement le sérieux de Air Sénégal et ça. Mais quelle question d'internaute Souleyba, qui revient sur le modèle économique, quel est le modèle économique de cette société? Sidina Ndiaye, quelle est la part du Sénégal dans le capital d'Air Sénégal et ça? Mbach Mapate Ma, quels seront les intérêts du Sénégal en relation avec cette compagnie? Et puis, étant DG d'Air Sénégal et ça, quelles leçons avez-vous tirées des erreurs du passé? Ça, c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu. Toutes ces questions renvoient un peu à la place du Sénégal, autour de table. Un capital de 40 milliards déjà, vous le confirmez? Oui, absolument, tout à fait. Un véritable engagement de l'État, incontestablement, qui est la clé de la réussite. Ne nous trompons pas. La clé de la réussite d'une aventure industrielle comme celle-ci, c'est l'engagement, la capacité d'engagement et la solidité de l'engagement du gouvernement qui aujourd'hui véritablement, et je tiens à y rendre hommage, est exemplaire, et la capacité de construire la ressource humaine
qui démontre les compétences et qui apporte la confiance à ses clients. Et à cet égard, je crois qu'une fois encore, pour ce qui concerne le capital, pour répondre à la question de notre auditeur, aujourd'hui, c'est 100% du capital est détenu par la Caisse et dépôts et consignation, qui est un actionnaire exemplaire, je dois dire. Totalement libéré. Il reste un delta à libérer. C'est-à-dire 17 milliards de mémoire. Et donc 23 milliards déjà libérés. Voilà. Et donc nous sommes dans ce sens-là. Le ministère des Finances est d'un grand soutien et je dois dire une administration d'un très grand professionnalisme avec qui nous entretenons vraiment des rapports vraiment excellents et on sent cette volonté de faire aboutir ce projet. Oui. La place des Sénégalais, le tour de table, j'imagine que ce n'est pas que l'État du Sénégal, ce qui n'est pas viable quand même, que le seul État du Sénégal détienne à terme, toutes les actions. Monsieur Kahn, vous avez raison. Oui. À terme, le capital va être ouvert. Et puis en plus, nous avons besoin de lever des fonds pour financer ce développement. Avec comme priorité des étrangers ou des nationaux? Alors, pour les privés. J'ai une instruction qui est extrêmement claire de la part du gouvernement et que bien évidemment, non seulement je respecterai, mais que je surveillerai au millimètre. C'est-à-dire, on est dans un esprit d'ouvrir le capital, on est dans un esprit de lever des fonds, mais en conservant notre autonomie stratégique. Ce qui veut dire très concrètement que à l'instant où je vous parle, il n'est absolument pas question de laisser rentrer un investisseur qui prendrait 51% de l'entreprise. Donc, 51% pour l'État du Sénégal ? Alors, ça, c'est une autre question parce que vous avez, j'allais dire, des tas de méthodes financières, économiques, quand vous montez, vous faites des tours de table pour garder, que ce soit au travers de Golden Share, il y a des mécanismes qui permettent de garder la mainmise stratégique et la conservation de l'autonomie stratégique de l'entreprise. Mais à l'instant où je vous parle, il n'est pas du tout prévu sur les écrans radars de chercher quelqu'un qui rentre à 51%. C'est pas du tout l'objet. Il y aura le privé national. J'espère. Oui, je l'appellerai de mes voeux. Je pense que une compagnie. Oui, mais il s'était quand même manifesté déjà dans le cadre de Senegal Airlines. Une fois encore, je ne me permettrai jamais de juger du passé parce que c'est pas ma nature d'homme. Voilà, je me permets pas de porter des avis, d'autant plus sur des sujets. Pourquoi que je vous avez autant de réserves sur Senegal Airlines? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? Je vais vous dire, c'est un problème affectif. Ça fait 33 ans que je travaille en Afrique. C'est la première fois que j'accepte de venir m'y installer et d'y être au quotidien. C'est pas un hasard si cette première fois elle se fait ici au Sénégal. J'ai une affection particulière pour ce pays. J'aime le Sénégal. Je m'y sens à la maison, si vous m'y autorisez. C'est vrai que c'était symptomatique quand le président Macron est venu. Il y avait beaucoup de Sénégalais dans sa délégation, de parlementaires français, mais d'origine sénégalaise. Il y a une relation spéciale. Et donc, il y avait toute la diversité qui était autour du président Macron qui est venu dans cette visite. Et moi, j'avais la chance d'être d'une certaine façon la diversité. L'amour ici au du Sénégal, c'est très bien, mais surtout la compétence. Bien sûr. C'est vrai, si vous êtes comme Bruno Metsu, on vous dira oui, il nous a amené pour la première fois, Bruno Metsu, à la Coupe du Monde, mais on s'est rendu compte qu'un Sénégalais aussi pouvait amener le Sénégal à la Coupe du Monde. C'est Aliou Cissé, oui. Ramener à l'aviation. Bien sûr, mais une fois encore, je m'inscris pas dans cette logique parce que c'est comment dire, ce débat de presque nationaliste entre guillemets qui peut être légitime à certains égards n'est pas l'objet aujourd'hui. Pourquoi une équipe solide a été mise en place et une équipe aussi internationale? Juste une chose. Si vous dirigez une compagnie de taxi, par exemple, ce qui est très légitime et très respectable, j'ai moi-même un ami en France qui dirige une des plus grandes compagnies de taxi. Mais votre concurrence, elle est locale, d'accord ? Quel est le prix de la course entre, je sais pas quoi, le Plateau et Fan quel est le prix entre l'AIBD et IOF? Bon. Si vous dirigez une compagnie aérienne, qui a une vocation à rayonner, à être globale. Votre concurrence, à ce moment-là, elle est
internationale. Et d'ailleurs, quand vous regardez les compagnies aériennes dans le monde, et si vous voulez participer à ce jeu de l'aérien, vous pourrez constater aisément que si vous prenez par exemple le patron de Royal Jordanian, c'est un monsieur qui s'appelle Stephen Dischler. Si vous prenez le patron d'Emirates, c'est pas un Émirati, c'est Tim Clark qui est un emblématique. Si vous prenez Air Côte d'Ivoire, il y a un DG, mon ami Descurets. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'a rien d'extraordinaire de faire appel à une équipe pour ses compétences et sa solidité sans tenir compte de son origine nationale, ethnique ou quoi sais-je encore. Et c'est ce que vous reprocherez à Senegal Airlines? Je reproche rien à Senegal Airlines, je connais mal l'historique. Je constate simplement que malheureusement ce projet-là n'a pas abouti. Je pense que c'est probablement dû à un engagement qui était peut-être moins fort à l'époque en termes de volonté politique gouvernementale de mener le projet à bien. C'est un engagement lourd de mettre un pavillon national en vol, si j'ose dire. C'est un engagement qui nécessite d'avoir un commitment permanent. C'est le cas aujourd'hui. Je ne vais pas juger de ce que cela était hier. 49% donc à prendre dans le capital de Air Sénégal SA. Les 51%, c'est l'État du Sénégal qui veut les garder, peut-être avec le privé national. En tout cas, que les 51% restent sénégalais. Quid de la RAM et de Turkish Airlines qui, semble-t-il, avait tapé à la porte un moment? Alors d'abord, ce sont deux très bonnes compagnies. J'ai beaucoup de respect pour nos collègues de la RAM et beaucoup de respect pour nos amis de Turkish Airlines. Ce sont deux compagnies sur lesquelles il m'arrive de voler. Encore une fois, je n'ai pas indiqué qu'il y avait 49% à prendre. J'ai indiqué que quelle que soit la façon dont nous ouvririons le capital, nous conserverions notre autonomie et notre capacité de décision stratégique. Ouais. Une fois, et ceci étant dit, la RAM, Turkish, ce sont de grandes compagnies. Après, il y a aussi la vision stratégique du gouvernement qui prime, qui est essentielle. Et c'est pas, on peut avoir des relations extrêmement amicales avec un autre pays, une autre nation, et pour autant avoir des intérêts stratégiques sur certains secteurs économiques qui ne soient pas forcément dans un cadre qui autorise de dire on va donner 51% à tel ou tel. Je parle de la RAM parce qu'elle était là dans l'expérience d'Aïssi. Est-ce que vous êtes ouvert à ce que la RAM revienne, ou vienne en tout cas, dans Air Sénégal? Je suis par définition un homme ouvert à tout. La question, elle est très clairement posée. Nous ne sommes pas dans un état d'esprit de laisser rentrer des gens qui souhaiteraient disposer d'une majorité ou qui pourraient, par leur poids trop important, empêcher Air Sénégal de disposer de son autonomie de décision stratégique. C'est valable pour la RAM, c'est valable pour Turkish. C'est valable pour tout le monde. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury de la RFM qui reçoit aujourd'hui le directeur général d'Air Sénégal SA, Philippe Bonne. Idi Tal, pour revenir sur vos acquisitions, comment ça se fait qu'Air Sénégal ait payé 25 millions d'euros par ATR 600 alors que le prix catalogue affiché par l'avionneur est de 17 millions de dollars US? Qu'est-ce que M. Bonne faisait réellement à Airbus en tant qu'agent d'influence? Mais on va passer sous silence cette question parce que vous y avez répondu. L'acquisition de ces ATR 600. C'est très bien que M. Tal se pose cette question. Malheureusement, je crains qu'il ait mal lu les agences de presse ou qu'il se soit mal informé, et je le renvoie à ce que publiait la presse au moment de l'acquisition. Le prix catalogue d'un ATR 600, c'est à peu près 26 millions de dollars, prix 2017. Ce que je peux vous dire, c'est que Air Sénégal a payé ses avions moins de 20 millions de dollars par avion. Et d'ailleurs, si vous prenez une fois de plus la presse de l'époque, ça indiquait une acquisition globale pour les deux avions de 50 millions d'euros, ce qui fait bien évidemment en prix catalogue bien en deçà des 20 millions d'euros par avion. Donc les informations sur lesquelles
laquelle la question est posée est malheureusement erronée, puisqu'elle se fonde sur des informations qui ne sont pas justes. Les 2 ATR vous ont coûté 50 millions de dollars ou d'euros? Soyez précis par rapport à la monnaie. Je reviens. Prix catalogue d'un ATR 600, Oui. prix catalogue 2017, 26 millions de dollars. Et ils ont été payés, c'est des choses qui ont été faites avant que j'arrive, ils ont été payés moins de 20 millions de dollars par avion, avec, j'ajoute, et d'ailleurs je rends hommage à l'équipe et aux gens du gouvernement qui avaient géré cette affaire à l'époque, avec un financement des agences de crédit export, BPI, l'agence française, et Sachet, l'agence italienne, avec un niveau d'emprunt, un taux extrêmement intéressant. Ça a été un très bon financement. Combien va vous coûter l'acquisition maintenant des 2 Neo? Alors, c'est le même principe, si vous voulez. En 30 Neo, elle est en cours, donc les annonces ont été faites sur les prix catalogue. Bien évidemment, on paye toujours l'avion moins cher que ce qui est annoncé sur le prix catalogue, ce qui est le cas aujourd'hui. Les chiffres précis seront disponibles dès que nous aurons finalisé la structuration du financement. Et bien évidemment, à ce moment-là, nous sommes dans des négociations pour monter le financement de ce qu'on appelle la partie dette senior. Et donc, il y a des secrets industriels. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été acquis à un prix extrêmement intéressant et qui serait le prix qu'aurait payé une dizaine. Mais nous avons obtenu un très bon deal. Vous ne pouvez pas donner chiffre aujourd'hui parce que d'abord nous sommes au début du process. Il faut savoir que l'avion va être mis sur la mise en chaîne industrielle dans les jours qui viennent. Les pre-delivery payments ont été exécutés. Il y en a d'autres à venir et il y a des calculs de escalation rates qui sont extrêmement complexes. Pour être livré quand? Alors, nous espérons avoir une livraison au premier trimestre 2010. Alors, maintenant, nous allons parler de la compétitivité. Concurrents comme en Afrique déjà, dans l'espace sous-régional, comme plus loin, même Air Mauritanie, je dirais la RAM, sans parler de toutes les autres sur l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, et que vous connaissez très bien, que vous avez bien identifié. Comment allez-vous vous comporter face aux concurrents? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est un environnement très concurrentiel. D'où d'ailleurs la nécessité de bénéficier du soutien de tous. J'en profite pour faire une parenthèse. Air Sénégal, c'est aussi une aventure collective au service du pays. Et c'est pas une aventure collective que moi je m'inscris dans une logique de participation et de travail en équipe. On n'est jamais intelligent tout seul, on ne réussit pas tout seul. Alors, la compétition, elle est réelle. Le Sénégal, son premier atout, c'est une fois encore une volonté politique très forte d'avancer. J'ai beaucoup de respect pour nos amis d'Air Côte d'Ivoire. Ils ont monté une compagnie aérienne de grande qualité, qui suit son chemin, qui a démarré avant nous, et qui est une fois de plus en équipe par une équipe compétente et solide. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique, entre guillemets, de guerre civique, de coopération. Vous faisiez tout à l'heure référence à Parcours d'Air Afrique. Conceptuellement, Air Afrique était une bonne idée. Absolument. La mise en œuvre, peut-être qu'à la fin, ça n'a pas fonctionné. Ça arrive, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. La vie n'est pas parfaite à chaque instant. Mais par rapport à nos amis d'Air Côte d'Ivoire, je m'inscris moi dans une logique de coopération, de discussion, d'échange. On va pas venir ici rouler des mécaniques en disant on arrive, on monte Air Sénégal, on fait la guerre à tout le monde, la guerre économique, j'entends, à tout le monde. Sinon, tout le monde va en pâtir. L'idée est de construire des coopérations intelligentes et qui fassent du sens. Oui, mais l'idée aussi, est-ce que c'est pas de s'ouvrir à d'autres destinations? L'Amérique du Sud très attachée au Sénégal, les Caraïbes ou même l'Asie, compte tenu de la position stratégique de Dakar, mais aussi et surtout le passage obligé pour se rendre dans de nombreuses destinations à travers le monde. Conséquence immédiate, le développement du tourisme sénégalais, d'où le couple intéressant Compagnie nationale promotion de la destination Sénégal. Bien. Ah, M. Khan, public ici au Sénégal,
Si c'est une radio, c'est encore mieux parce que on va vous recruter à vos heures perdues. Ah bah oui, mais alors pour Très la bien. musique. Hein. Bon, plus sérieusement. On m'a dit, tu verras, Monsieur Kahn, c'est un des plus grands journalistes et il prépare toujours très bien ses dossiers. Alors je vois, je pose une question à la limite banale. Non. Oui. Non, parce que par exemple, et plus sérieusement, le Brésil. Alors. Je ne peux pas évidemment donner toutes les informations qui constituent la stratégie que nous sommes en train d'élaborer pour la mettre en place, de stratégie commerciale. Et par honnêteté, je me suis rendu. Et voilà. Je vois, et que vous l'avez été fort bien, parce que effectivement, le Brésil fait partie de nos possibilités. Il y a un marché, il y a une route, et vous l'avez dit, l'un des atouts de ce pays, c'est sa géographie. Modèle sur une compagnie aérienne très très simplement. On sort du marché national, hein, le marché grosso modo. Hein, pour vous faire une échelle comparative, le Sénégal c'est 2 millions de passagers par an. Si vous prenez la route Paris-Nice, on est près des 3 millions de passagers par an. C'est pour vous donner les échelles. Donc, ce qui est intéressant pour une compagnie comme Air Sénégal, et comme pour toutes les compagnies, et c'est ce que j'ai fait pendant des années chez Airbus, on regarde, nos amis de Boeing font pareil, toutes les compagnies, on prend un compas, et on regarde, par exemple, à 6 heures, 7 heures de vol, et donc le bassin de clients disponible. Et le Sénégal a une position géographique qui nous met à un bassin de plus d'1 milliard à quelques heures de vol de la côte est des États-Unis, à quelques heures de vol de façon très accessible du Brésil, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, chacun le sait, 5 heures pour Paris, et fait partie effectivement de nos cibles possibles. Justement, hypothèse basse, vous tablez sur combien de passagers par an ? Nous avons autour de 2 millions par an avec objectif de 3 millions avec l'ouverture d'AIBD. Parce que pour être rentable, il faut également avoir un nombre de passagers requis par an. Vous avez parfaitement raison. On a besoin Alors, comme vous le savez, les compagnies aériennes sont en général structurellement déficitaires pendant de nombreuses années. Je crois que 2017 est la première année où globalement l'ensemble des compagnies dans le monde ont fait des bénéfices. C'est dû notamment aux grands regroupements qui se sont produits aux États-Unis et donc des économies d'échelle. Plus on grossit en chiffre d'affaires, plus on grossit, comme vous l'avez souligné, en nombre de passagers et plus nous irons vers la rentabilité. Si vous prenez, pour être là encore très concret, prenons la ligne Paris-Dakar parce qu'elle est emblématique. C'est à peu près aux alentours de 320 000, 350 000 passagers par an. Si demain, avec notre 330 Neo, on peut arriver à prendre 45% par exemple de la part de marché sur ce point à point, je rentre pas après dans des détails plus techniques, mais déjà, ça nous met à des niveaux de chiffre d'affaires, à des niveaux de passagers extrêmement intéressants. Et je vais être encore plus précis et techniquement plus précis. Pourquoi nous avons pris 3 des 330 Neo et pourquoi on a dit 4 avions, 2 fermes, 2 options. Ce qu'on appelle en 7-7, c'est-à-dire une rotation quotidienne avec votre avion. Vous êtes une rotation 7-7, ça veut dire 1,3 avions en quelque sorte, 1,4 avions en utilisation. Vous devez avoir un backup en cas de problème d'AOG et vous devez avoir la capacité de toujours répondre à la demande. Et donc, attaquer une ligne point à point comme Paris-Dakar dans les meilleures conditions, parce qu'on aura le meilleur produit, soyons clairs, on aura le meilleur produit, incontestablement, un des meilleurs produits. Ensuite, ça nous permet d'ouvrir d'autres lignes avec l'avion supplémentaire, notamment, pourquoi pas le Brésil. Et sur le global des passagers, 5% aussi ? Ah non, sur ces lignes-là, c'est difficile à dire. D'abord, pour l'instant, il n'y a pas de ligne Dakar. On est à 2, un peu moins, autour de 1,6 million. Je peux pas vous répondre parce que je vous avéré et précis et je joue à mes amis, moi je ne vends pas ce que je n'ai pas sur étagère. Très bien, c'est sage peut-être. Philippe Boralessa est l'invité du grand jury de la RFM. Il nous reste 5 petites minutes. La philosophie ou la stratégie qui soit d'équipage et de personnel, on vous a reproché d'avoir écarté des compétences sénégalaises. C'est un reproche qui me paraît être plutôt du domaine du procès d'intention. Plutôt qu'une réalité. Le cas commandantal, pour être précis, Malik Tall, expérience d'Air Afrique, de ASI, de Senegal Airlines, comme pilote commandant de bord, instructeur pendant une 30aine d'années. Écoutez, c'est pas le lieu de la polémique. Je dirais simplement que quand vous demandez un PEA, vous avez ce qu'on appelle des post holders, des postes obligatoires. Chaque personne peut occuper un seul poste. Elle doit avoir un lien précis d'entretien et de rapport avec l'entreprise. Limite d'âge. Monsieur Tall est tout à fait respectable. C'est un monsieur qui a eu une expérience importante. Peut-être
pas tout à fait au fait de la façon dont on construit une compagnie aérienne aujourd'hui, et qui avait passé la limite d'âge et qui lui-même s'était attribué à l'époque plusieurs postes, qui fait qu'on a repris le process du PEA. Donc, mais il avait quand même des tâches importantes et stratégiques: pilotage du processus de certification, élaboration du roadmap et sol, la prise en charge de son suivi d'exécution, etc., etc. C'était important quand même. Alors c'était tellement important que justement il avait un peu trop de charge sur les épaules. Vous prenez, alors soyons très concrets puisqu'on rentre dans cette... Non, mais simplement réglementairement, pas question sol. Ouais. Sans rentrer dans les détails trop rébarbatifs pour nos auditeurs. Il y en a d'autres, mais parmi les post-holders obligatoires pour déposer un PEA, vous avez le patron des opérations vol et le patron des opérations sol. Ça doit être deux postes totalement séparés, tenus par deux individus différents, et en plus qui soient dans une limite d'âge. Le commandantal s'était sans doute attribué, il y a d'ailleurs eu des publications dans la presse là-dessus, plusieurs postes qui auraient dû être tenus par plusieurs personnes différentes, alors que lui-même avait, après 67 ans, dépassé la limite. Non, lui demander de prendre la porte. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Oui. Et justement, pour revenir très concrètement et là de façon solide sur la question des recrutements et des embauches, c'est une question clé parce que et elle n'est faite que d'hommes qui avancent dans le même sens, qui vont dans le même sens et qui ont les compétences. D'abord, les ex-travailleurs des différentes compagnies. Tous les gens qui ont la capacité et la compétence certifiée, objectivés, nos recrutements on fait les tests qui vont bien, on fait les certifications qui vont bien. La priorité absolue, elle est donnée à la compétence, la bonne personne. Il n'y a aucun autre critère de sélection qui compte. Donc, ceux qui travaillaient là ne seront pas reconduits automatiquement. S'ils ont les compétences, ils seront prioritaires et j'ai toujours procédé de cette manière. Pour autant que les compétences vérifier. Par exemple, on a deux jeunes pilotes sénégalais qui sont tout à fait formidables, qui incarnent très bien l'avenir de cette entreprise. Je voudrais revenir sur ces questions de ressources humaines, elles sont très importantes, et notamment sur la question des pilotes. Les pilotes sénégalais, extant d'entre eux, ils ne sont pas en train de faire du bruit dans les couloirs et dans les salons ici dans des compagnies aériennes. Ils sont opérationnels, ils travaillent. Il y en a chez Emirates, il y en a chez Air Côte d'Ivoire, il y en a dans d'autres compagnies. J'ai besoin de ces pilotes. Mais il faut déjà que nous créions une attractivité pour leur donner envie de venir chez nous. Et ensuite, je termine, c'est très important. Boeing le monde aura besoin de 650 000 pilotes. C'est une évaluation. Dans les 20 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent. Vous imaginez besoin de pilotes. Et le Sénégal a besoin de pilotes demain. Et l'une de mes ambitions, j'espère pouvoir mettre ce petit projet en œuvre, c'est de rentrer. Il y a déjà des choses qui se font beaucoup au niveau de l'armée de l'air ici, elle est tout à fait remarquable. Et je voudrais qu'Air Sénégal puisse participer à créer une flying school, une école pour permettre à des jeunes, Bac+2, Bac+3 ici, de rentrer dans un processus d'école de pilote. Nous avons besoin de monde. Nous aurons besoin de pilotes. Justement, Jérôme Maillet, c'est votre adjoint, n'est-ce pas? Il est là, contrairement à ce qui était écrit, il n'est pas DG. Non. Le seul patron à bord s'appelle Philippe Bonne. Le seul patron à bord... On aurait pu imaginer un couple franco-sénégalais au moins, non? Le seul patron à bord, il s'appelle sans doute Philippe Bonne, mais c'est un patron qui est très collaboratif et qui travaille en équipe. Et puisque vous parlez de Jérôme Maillet, c'est un homme d'une très très grande compétence, un des meilleurs spécialistes de l'aérien et des investissements. Je vous ai lu parlant du président Macky Sall, que vous connaissez très bien, et qui vous a même appelé personnellement, et qui est à l'origine de votre venue à la tête d'Air Sénégal. C'est bien ça? Il vous a téléphoné? Il ne me semble pas avoir fait aucune déclaration en ce sens. Je l'ai vu quelque part. C'est faux? Il ne vous a pas appelé? Je ne dis pas que c'est vrai ou faux. Je dis que si on parle de la question... Si vous n'infirmez pas, c'est que vous confirmez. Des rapports personnels, ça fait partie de la vie personnelle. La seule chose que je peux dire, c'est que si je n'avais pas eu... et là je parle très sérieusement parce que c'est important. Je suis un homme qui dans la vie s'engage. Oui. Je m'engage par fidélité à mes amitiés, par fidélité à ce que j'aime. Mon luxe, c'est que j'ai toujours pu choisir où et avec qui je travaillais. Je suis honoré d'être au Sénégal parce que c'est un pays que j'aime. Et je ne parlerai pas des relations réelles ou supposées avec telle ou telle personne. Tout ce que je peux dire, c'est que ce pays a la chance de grands leaders. Et j'en connais beaucoup des leaders. Et vous avez fait
le tour de l'Afrique au point qu'on vous décrit comme un agent de la France-Afrique. Oui, on pourra faire toute une émission là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si il n'est ni bon ni mauvais, il est ce que l'on en fait. Ouais. Mais j'ai beaucoup de respect pour le président de la République, qui ici, pour moi, est un grand leader moderne, extrêmement forte d'emmener ce pays, comme on dit, d'allumer le deuxième étage de la fusée sur le plan économique, avec des perspectives très intéressantes. Et c'est un homme qui a une puissance et une capacité de travail hors du commun. Et il m'a vraiment donné l'envie de m'engager, c'est tout ce que je peux dire. On va faire comme un peu dans l'aviation, être ponctuel. Notre émission est terminée. Je souhaite en tout cas beaucoup de ponctualité à à cette nouvelle compagnie, Air Sénégal SA. C'est fini pour ma part des questions, mais il me reste un souhait. Je souhaite un bon envol à Air Sénégal SA. Merci, parce monsieur. que c'est pour le Sénégal. Merci, monsieur Kahn, et merci de votre invitation. Et comme je vous l'ai dit, j'adore la radio, donc je reviendrai souvent, j'espère. Un appel à candidature. On va examiner, on va voir si vous en avez la compétence. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et j'en profite pour souhaiter un bon carême à la communauté chrétienne du Sénégal.